Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, j'accueille Eugénie, accompagnatrice de la santé féminine, qui accompagne les femmes à apaiser leurs symptômes et à faire de leur cycle une force. SOPK, hypofertilité, règles douloureuses, fatigue chronique, tout va y passer. Écoute, bonjour Eugénie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Légitime pour parler de cycle, pour parler d'hormones. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à raconter là-dessus. Mais avant qu'on commence et qu'on rentre dans le sujet, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote un peu originale, un peu marrante sur toi ? Alors, qui soit liée au cycle ou pas, hein, ça peu importe, mais un truc qu'on ne sait pas sur toi. Et déjà, hello Clémentine et merci beaucoup de m'avoir invitée. Comme je t'ai dit, c'est le premier podcast dans lequel je suis invitée, donc ça me fait trop plaisir et de parler de cycle, voilà, c'est un sujet qui me passionne. Alors écoute, je sais pas si ça va être très original, mais je dirais que je suis trilingue, donc c'est pour ça que parfois je bug un petit peu sur mon français. Je suis naturopathe, mais je ne mange pas tous les jours très équilibré. Mais je pense que voilà, tout ce qui est les petits gâteaux, le petit verre de vin, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que ça fait aussi partie d'une alimentation équilibrée. Donc voilà, je suis pas une naturo parfaite, mais c'est aussi ce que j'essaye de transmettre à mes clientes et aux personnes que j'accompagne, que tous les petits plaisirs de la vie, ça fait partie de l'équilibre. Je pense que c'est important aussi de partager ça parce qu'on a souvent tendance à penser, en tout cas je pense que c'est une grande peur aussi des femmes qui veulent prendre en charge leur cycle, que ça va forcément passer par une alimentation parfaite, etc. Et on n'a pas forcément envie de ça et je pense que c'est normal. Mais une alimentation équilibrée, c'est aussi profiter d'un petit verre de vin de temps en temps et d'un bon burger de temps en temps aussi. Je pense que c'est pas une anecdote très originale, mais en tout cas, je pense que c'est important de partager ça, que moi aussi, je me fais plaisir de temps en temps. Trop bien. C'est déjà trop bien, t'as raison. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que dans n'importe quel domaine finalement, hein, que ce soit l'alimentation ou n'importe quoi, il y a pas besoin d'être parfait, d'être 100% tout le temps au top. Même voilà, moi je parle beaucoup confiance, estime de soi. Il y a des fois où t'arriveras pas à avoir le positif, où t'auras pas envie, où t'auras juste envie d'être en PLS dans ton lit et puis de bouffer de la glace et ça sera très bien. Et t'as pas besoin de toujours essayer d'être au top, de toujours trouver des solutions tout de suite, etc. Foutons-nous la paix sur l'alimentation, sur tout en général. Comme tu dis, le but, c'est de trouver de l'équilibre. Donc après, c'est pas parce que tu vas manger un burger, une fois dans la semaine que ça y est, tout va s'écrouler autour de toi, quoi. Au contraire, je pense que ça aide aussi à la santé mentale derrière de s'accorder ces petits plaisirs-là aussi, pour tenir sur la durée. Carrément. Ouais, carrément, mais je pense que c'est important de trouver un équilibre là-dedans et de pas culpabiliser. Moi, je sais que j'ai des personnes que j'accompagne qui se culpabilisent à fond de ouais, manger un brownie, de manger plusieurs parts de gâteau, parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un et j'ai envie de dire vraiment c'est normal d'avoir ces envies-là et ça fait partie de l'équilibre aussi et même si, on a une bonne hygiène de vie, de manière générale, c'est pas ça qui va faire, que voilà, que ça va déséquilibrer en fait les hormones et le cycle donc ouais, même moi j'ai une alimentation, pas parfaite, mais je pense que voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie. Trop bien, trop, trop bien. Et juste, tu as dit que tu étais trilingue, donc c'est-à-dire français, anglais et Et néerlandais, ouais, néerlandais. Alors, j'ai un papa français, une maman, néerlandaise, enfin belge et je parle le néerlandais et je m'en mêle un peu les pinceaux des fois avec mon français parce que je le parle pas quotidiennement. Je fais aussi des consultations en Belgique, en néerlandais du coup. C'est vrai que je communique pas forcément là-dessus sur Instagram parce que voilà, j'ai choisi de communiquer qu'en français là-dessus. Mais ouais, du coup, je fais des accompagnements aussi en néerlandais, en Belgique. qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au cycle féminin? Est-ce que ça s'est fait un petit peu par la force des choses
Ou est-ce qu'il y a quelque chose, enfin voilà, quelque chose qui s'est passé où tu t'es dit: «J'ai envie de m'intéresser à ça», ou est-ce que c'était de la curiosité? Qu'est-ce qui t'a amené là? Yes, alors je dirais que, tout a commencé avec en fait, j'ai été diagnostiquée SOPK il y a quelques années. Donc, pour celles qui connaissent pas, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ça peut être un déséquilibre dans lequel, les femmes ont des cycles longs, des cycles irréguliers, un excès d'androgène et il y a tout un tas de symptômes, en fait, qui peuvent, en être, à l'origine, notamment, la perte de cheveux, la prise de poids, la fatigue chronique, l'acné et cetera. Et j'ai eu plusieurs de ces symptômes, étant jeune et c'est vrai que j'ai jamais fait, en fait, le lien entre mes symptômes et le déséquilibre hormonal. Alors c'est que après plusieurs années que quand j'étais diagnostiquée SOPK, j'ai eu disons, un mot sur mes mots et j'ai compris qu'il y avait des solutions naturelles possibles et je pense que j'ai eu un réel déclic, disons. Donc c'est grâce au diagnostic SOPK que je me suis intéressée à la naturopathie, que j'ai trouvé des solutions naturelles et que j'ai réussi à, rééquilibrer, en fait, mes symptômes et mes hormones et en fait, j'ai eu un réel déclic pendant, la formation de naturopathie où je me suis dit: «Waouh, mais c'est impressionnant, en fait, à quel point nous, en tant que femmes, mais on sait absolument rien sur nos cycles et surtout quand, on a des symptômes. Alors déjà, quand on n'a pas de symptômes, on sait absolument rien, mais quand on a des symptômes, on est complètement perdu, on n'est pas du tout autonome et on dépend en fait de quelqu'un d'autre ou de la pilule ou des médicaments pour prendre en charge nos symptômes et en fait, on n'est pas du tout autonome, dans nos observations, dans le fait que, on peut tout à fait être actrice de notre santé et il y a tout un aspect empowerment aussi derrière dans le sens où j'ai compris à quel point comprendre son cycle et comprendre, ouais, la complexité de l'équilibre hormonal. J'ai compris à quel point tout ce qui tourne autour des cycles et des hormones et des règles, c'est vraiment un sujet tabou et que si les femmes, en fait, apprenaient à vraiment comprendre leur corps, comprendre, leur équilibre hormonal, à devenir actrices de leur santé. En fait, je pense que nous, en tant que femmes, on vivrait beaucoup plus sereinement, on serait beaucoup plus alignées avec nous-mêmes et je pense que surtout, on serait beaucoup plus en paix avec nous-mêmes et aussi avec notre entourage. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on subit plus notre cycle, qu'on le comprend, qu'on vit sereinement avec, faut pas oublier que ça a aussi un impact sur notre entourage. On se prend plus la tête avec, nos amis, notre copain et cetera, en phase, lutéale notamment et voilà, je pense que c'est ultra important. En tout cas, moi, ça me parle énormément depuis que j'ai appris à observer tout ça, à observer mon cycle. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre sur les réseaux. Je parle beaucoup d'apprendre comment faire de son cycle une force. OK, trop bien. Parce que c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que quand on parle de connaissance de son cycle, moi, si je me reprojette quand j'étais ado ou quoi que ce soit, à part savoir que ça arrivait une fois par mois et que je souffrais clairement beaucoup, beaucoup et de me dire: «Il paraît que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles». Donc bon, en allant un peu plus loin, c'était pas trop normal parce que vraiment ça me mettait dans des états pas terribles, mais en fait, tu as pas trop de connaissances, en tout cas à l'époque. Je pense que ça commence justement, on commence à avoir un peu plus d'informations. Justement, tu parlais de SOPK, même je pense à l'endométriose, on commence à avoir des informations, ça devient concret un petit peu ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune connaissance et puis même tu parles de cycle, tu me parles de phase lutéale. Je pense pas que là, les personnes qui nous écoutent sont forcément au courant de ce que c'est tout ça. Du coup, c'est quoi en fait le cycle? Déjà, si on part de la base, parce qu'on parle de cycle, mais c'est quoi? Ça représente quoi? Voilà, il y a différentes phases. Enfin, qu'est-ce donc? Bonne question. J'aime bien cette question parce que c'est vrai que, on pense qu'un bon cycle, c'est juste, le fait d'avoir des règles, des menstruations qui sont pas douloureuses et voilà, ça, c'est un bon cycle et en fait, ça a été un petit peu mon cas, il y a quelques années. J'ai jamais vraiment souffert, de règles douloureuses et je pensais que j'avais un bon cycle. Ah! Quelle erreur! En fait, un bon cycle, déjà, ça commence par une ovulation. Une ovulation, donc la présence d'ovulation et la qualité de l'ovulation et c'est ça qui va, en fait, dicter le reste du cycle. C'est ça qui va dicter notamment, si on va avoir des règles douloureuses ou pas.
Alors, entre autres, il y a aussi d'autres choses qui peuvent impacter le fait d'avoir des règles douloureuses ou pas. Mais c'est vrai qu'on a très tendance à se focuser sur la présence de menstruation et si les menstruations sont abondantes ou douloureuses. Mais la base de la base d'un bon cycle, c'est vraiment est-ce qu'on a ovulé et comment était la qualité de l'ovulation. Ensuite, on peut aller regarder du côté de la durée du cycle. Un cycle, un cycle normal, un bon cycle en fait, c'est un cycle qui est régulier. Alors, on peut avoir quelques jours de différence, ça pose pas forcément problème, mais c'est un cycle qui quand même est assez régulier, qui va durer pas plus de 35 jours et dans lequel, bah, tu l'as dit, hein, dans lequel les menstruations sont pas non plus douloureuses ou nous empêchent de faire des choses dans la vie quotidienne. Parce que, ouais, c'est très souvent quelque chose qui a été normalisé, mais qui est absolument pas normal. Toutes les douleurs qui sont liées au cycle, donc je pense au SPM, aux règles douloureuses, abondantes, les cycles qui sont longs, etc. Ça, c'est vraiment un signe que quelque chose ne va pas et qu'il faut aller creuser au niveau des hormones et de l'équilibre hormonal. Bah ok, qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce que je peux aller faire pour réguler tout ça et pour apaiser tout ça. Et oui, on peut vivre un cycle avec le moins de douleur possible. Alors, c'est pas forcément facile, surtout pour les femmes qui sont notamment touchées par l'endométriose, par exemple. Mais il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour apprendre à apaiser nos symptômes et de façon naturelle. Ouais. Ok, ça marche. Donc, pas plus de 35 jours. Faut qu'il y ait une ovulation. Comment on sait qu'on a une ovulation? Yes. Alors, je pense que non, mais c'est une bonne question parce que voilà, pour moi, ça me paraît tellement. Enfin, c'est pas logique, ouais, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quand on a eu une ovulation et si elle était qualitative. Donc, il faut savoir que en première partie de cycle, on produit des œstrogènes et ces œstrogènes, ils vont retenir, enfin, entre autres, il va y avoir une action de rétention d'eau. Et on va voir que les follicules qui maturent, donc on a une croissance d'œstrogènes liée à ça et on va avoir une glaire qui va, la glaire cervicale du coup, qui va devenir de plus en plus crémeuse, de plus en plus visqueuse et qui, au pic d'ovulation en fait, on va ressentir une glaire qui est très élastique. Donc ça déjà, c'est une des choses qu'on peut mettre en place pour l'observation du cycle au niveau observation, pas forcément de l'énergie, mais des choses physiques. Donc l'observation de la glaire et le pic de glaire quand on observe vraiment une espèce de blanc d'œuf, une glaire très étirable, ça c'est vraiment signe qu'il y a ovulation. Et quand en fait on observe son cycle aussi avec la prise de température, donc c'est la symptothermie, quand on associe l'observation de la glaire et l'observation de la température et l'observation en fait de la position du col de l'utérus, on va voir que le jour qui suit l'ovulation, on va avoir une montée de température et cette température, elle va rester sur un plateau haut jusqu'à l'arrivée des règles. Et en fait, le fait qu'on a une glaire très irritable d'un coup et les jours qui suivent, tout d'un coup, elle s'est asséchée par l'action de la progestérone qui est produite par le corps jaune après l'ovulation. Cette glaire va s'assécher d'un coup et c'est signe en fait que l'ovulation est passée et quand on suit sa température, on va observer en fait une montée de température qui reste sur un plateau haut. Donc ça, c'est vraiment le signe qu'il y a bien eu ovulation. Ça peut varier d'une femme à l'autre dans le sens où on peut avoir des femmes qui manquent d'œstrogènes et qui n'observent pas forcément en fait de glaire cervicale. Et ça aussi, tu vois, ça c'est un signe qu'il faut aller creuser. Si vraiment on n'observe pas de glaire, c'est signe qu'il y a un manque d'œstrogènes. Et ça, encore une fois, ça va avoir un impact sur tout le cycle, sur nos symptômes physiques, l'assèchement de la peau, la perte de cheveux, etc. Et surtout si on est en projet bébé, c'est ultra important en fait d'apprendre à observer ces signes pour mieux comprendre l'équilibre oestrogène-progestérone. Et j'aime bien dire que les deux, elles sont ultra importantes pour la santé de la femme. Quand on apprend à s'observer, on apprend à savoir en fait
si on est dans un bon niveau d'œstrogène, un bon niveau de progestérone et les 2, faut bien comprendre que les 2 ils travaillent ensemble. C'est vraiment une petite danse de duo. Ils dansent ensemble, comme, les couples de patins à glace et quand, il y a pas l'un sans l'autre et c'est important de comprendre ça ouais, pour, avoir une bonne santé, en fait, pour atteindre, une bonne santé. OK, ça marche. Trop bien. Donc oui, c'est plutôt observer, la glaire cervicale, tu dis, pour voir déjà est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas, dans quel état elle est, enfin est-ce qu'elle a son évolution normale, on va dire, d'élastique à assez sec finalement et déjà ça peut être un bon indicateur de, s'il y a eu ovulation et si le cycle semble bien parti en tout cas. Exactement, ouais, exactement et bien comprendre que ouais, cet équilibre œstrogène-progestérone, il est ultra important pour, la santé de la femme et que, les œstrogènes, la progestérone sont vraiment complémentaires l'une de l'autre et vont avoir toute une influence sur la santé de la femme de manière générale. C'est-à-dire, bah, l'aspect des cheveux, l'aspect de la peau, la prise de poids ou non, les risques plus élevés de fausses couches, de cellules cancéreuses, qui vont commencer à se développer et cetera. Donc c'est vrai que, c'est important vraiment de comprendre à quel point cet équilibre a un aspect qui est bien plus important que des règles douloureuses ou pas, par exemple, hein, mais c'est parce que c'est vraiment on se base tellement sur les règles et on vit en tant que femme de règle en règle, alors que l'ovulation, c'est vraiment le point phare, du cycle et que cet équilibre œstrogène-progestérone, il va avoir un impact qui est, bien plus grand que l'aspect, en fait, des règles, par exemple. OK. OK, ça marche. Du coup, on doit faire attention à est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on peut faire attention justement pour, savoir si, le cycle est bon ou s'il y a des petits indices? Alors tu parlais de perte de cheveux et cetera, manque d'énergie aussi. Qu'est-ce qui est, indicateur potentiellement, parce qu'évidemment ça peut être plein de choses, mais qu'est-ce qui peut être indicateur que le cycle, va pas, forcément très bien? Alors ouais, ça peut être, des cycles longs. Si on a des cycles, qui sont de 35 jours ou plus, bah là clairement, il y a quelque chose qui va pas. Donc est-ce qu'on a ovulé? Peut-être pas. Peut-être que c'est des saignements, de privation. On regarde la durée du cycle, la durée de la phase folliculaire, la durée de la phase lutéale, la durée des règles. On va regarder tout ça. Quand on a appris à observer l'ovulation et s'il y a eu présence d'ovulation ou pas, on peut aller regarder, OK, de la phase, quelle a été, la durée de la phase folliculaire, quelle a été la durée de la phase lutéale et une phase lutéale courte, pour donner un exemple, une phase lutéale qui est courte où on observe, des signes de spotting à la fin sur plusieurs jours, bah, ça concrètement, c'est un exemple, de signe d'un manque de progestérone. Il y a aussi tous les symptômes, comme tu viens de le dire, qui sont liés, à la perte de cheveux, au manque d'énergie. Quelqu'un qui est fatigué, constamment fatigué, clairement, il y a un problème de déséquilibre hormonal. Là, vraiment, c'est pas normal. L'acné hormonale aussi, les symptômes, SPM, ici, encore une fois, même si c'est normalisé, c'est pas pour autant, normal et c'est possible, en fait, d'apaiser, les symptômes, de SPM. Donc c'est, tout ce qui est état dépressif, rétention d'eau, la prise de poids, les seins douloureux et cetera, c'est pas normal et en fait, je trouve ça hyper intéressant de prendre conscience que le corps nous parle et qu'il essaye vraiment de nous dire que quelque chose ne va pas. Donc quand on observe des symptômes qui reviennent fréquemment et que peut-être ça fait des années qu'on en souffre, bah, ne pas se dire que, c'est normal et que c'est normalisé et qu'on connaît quelqu'un d'autre, qui a les mêmes symptômes, ça veut rien dire et c'est vraiment signe que quelque chose ne va pas et ouais, que quand on voit des symptômes qui réapparaissent ou qui sont là, même si elles sont là depuis des années, il faut aller creuser et ouais, faut pas hésiter à se faire accompagner pour ça, quoi. D'accord. Juste petite précision parce que tu parles de phase lutéale, c'est quoi? C'est après l'ovulation? C'est quand? C'est Ouais, exactement, exactement. Donc, quand on regarde le cycle, on peut le diviser en plusieurs parties. Donc on a nos menstruations et puis après, nos follicules commencent à grandir. Il y en a un qui arrive à maturation. Toute cette phase, c'est la phase folliculaire. Folliculaire, le nom, parle de lui-même. C'est les follicules qui commencent à maturer et il y en a un qui arrive à maturation
va donner lieu à l'ovulation. Donc ça, c'est l'ovulation. Et puis ensuite, après l'ovulation, on a le corps jaune qui va produire de la progestérone. Et là, en fait, on est en phase lutéale. Donc c'est vraiment la partie entre l'ovulation et l'avant-dernier jour, le dernier jour du cycle. Et le jour d'après, les menstruations arrivent et le cycle recommence. Donc, on a les menstruations, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. OK, ça marche. Je préfère préciser parce que c'est vrai que, voilà, j'étais pas sûre et pour les auditrices, ça sera bien si on a le détail, comme ça on est toutes sur les mêmes bases. Et du coup, tu parlais du SPM justement, donc le syndrome prémenstruel, heu et qu'il n'est pas censé être douloureux. On n'est pas censé avoir des douleurs, tu disais les seins gonflés, ou petit épisode, un peu dépressif, genre, je remets toute ma vie en question, «Qu'est-ce que je fous là? Je vais tout quitter, je suis pas bien et tout». Du coup, ça serait quoi, est-ce qu'il y a des bons SPM ou est-ce qu'on n'est pas censé avoir un syndrome prémenstruel? On n'est pas censé avoir un syndrome prémenstruel et ouais, encore une fois, c'est dommage parce que je pense qu'on a vraiment normalisé le SPM dans le sens où, ouais, on depuis toute jeune, je pense que dès qu'on a ces symptômes-là, on a tout entendu, je pense, une fois dans notre vie au moins, la fameuse phrase, «Oh mais qu'est-ce que tu as? C'est les hormones, je suis sûre que tu vas avoir tes règles bientôt» et ouais, on peut avoir tout un tas de symptômes physiques ou émotionnels qui arrivent pendant cette phase et c'est vraiment signe, en fait, qu'il y a un certain déséquilibre entre les oestrogènes, la progestérone. Disons que dans un cycle normal, on devrait avoir plus de progestérone que d'œstrogène dans la deuxième partie du cycle. Et ce qu'on revoit très souvent, c'est que on a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Alors, on peut avoir une mauvaise élimination des oestrogènes ou une mauvaise production de la progestérone. Ce déséquilibre va avoir en fait un impact sur nos symptômes juste avant nos règles. Et selon les symptômes qu'on a, on va pouvoir aller creuser en fait si on a s'il y a quelque chose au niveau d'une mauvaise élimination des oestrogènes ou s'il y a quelque chose plutôt au niveau d'un manque de production de progestérone. C'est quelque chose qui arrive, disons, assez fréquemment. Je pense que ça touche, si je dis pas de bêtises, jusqu'à il me semble 85% des femmes. Mais faut se dire qu'on vit quand même dans un monde où il y a énormément de perturbateurs endocriniens. L'alimentation aujourd'hui est beaucoup moins nutritive qu'il y a 50 ans. Et on a un mode de vie en fait qui n'est pas optimal pour nous les femmes en tout cas. Les premières clés, c'est de vraiment aller creuser qu'est-ce que je peux mettre en place au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je peux mettre en place au niveau de la gestion du stress et que ouais, c'est vraiment possible d'apaiser ces symptômes-là. OK, ça marche. Du coup, le stress peut avoir un impact sur notre cycle ou sur la production de progestérone ou d'œstrogène? Enfin, ça peut avoir un impact du coup sur tout ça? Carrément, yes. Ouais, carrément. En fait, on fait beaucoup le focus sur l'alimentation. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui, après j'en ai fait partie, hein, mais de se dire: «OK, j'ai ces symptômes-là, je vais essayer d'aller de faire, de passer à une alimentation végane ou végétarienne ou je vais essayer d'éliminer le gluten, je vais essayer, de plus manger de lactose du tout» et cetera et où je supprime les glucides, où je passe au jeûne intermittent et etc. Et penser que ça va améliorer les choses. Spoiler, je pense que voilà, la plupart du temps, ça fait que empirer les choses. Donc voilà. Et en fait, on fait l'impasse sur les autres choses qui peuvent impacter le cycle et notamment ouais, le stress, qui est un des piliers à côté de l'alimentation qui peut venir fortement impacter le cycle. Pourquoi? Parce que le stress, quand on stresse, on produit du cortisol. Et le cortisol, en fait, il est produit à partir de la même hormone mère, la prégnénolone, qui est également nécessaire pour la production de progestérone. Et donc, en fait, quand on stresse trop, il y a trop de cortisol il y a trop de prégnénolone utilisée pour produire le cortisol et il reste plus grand chose en fait pour produire la progestérone et on se retrouve dans une situation où on manque de progestérone et donc on va avoir un déséquilibre au niveau œstrogène-progestérone. Et c'est pour ça que on vit tellement en fait dans une société où on nous apprend à être ultra productif, à être dans une énergie qui est plus, même au niveau du sport.
Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangée par rapport au sport, c'est de toujours et surtout en tant que femme, on nous a appris alors je dis pas en tant que femme, mais en fait, on nous a appris à s'hyper challenger, se mettre en compétition, par rapport au sport et tu vraiment nul si tu vas pas à la salle de sport et courir, autant, par semaine. Alors qu'en fait, notre cycle nous permet pas d'être dans une énergie qui est ultra productrice tout le temps et qu'on est dans cette même énergie ultra productrice quelques semaines avant notre cycle et pendant quelques semaines avant nos règles et pendant nos règles, ça aussi, ça peut venir puiser dans le niveau de progestérone, dans le sens où on apporte un stress supplémentaire et ça va créer tout un déséquilibre. Encore une fois, ça va accentuer nos symptômes et ça va faire que bah, on va vivre notre cycle beaucoup plus difficilement puisque on va avoir une apparition de nos symptômes et que bah, potentiellement on pourra avoir plus de symptômes SPM ou de règles douloureuses, etc. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à ralentir au niveau pendant la phase lutéale et apprendre à vivre selon sa cyclicité du cycle parce que ouais, on a vraiment des énergies qui sont propres à chaque phase du cycle et c'est ultra important en fait d'apprendre à les écouter et à en faire un atout. OK, trop bien. Juste par rapport aux hormones, parce que tu as parlé de sport et ça m'avait fait rire, je sais pas si c'est quelque chose qui est vrai, mais que les femmes enceintes, pouvaient avoir de meilleures performances, sportives, à cause des hormones, au début en tout cas ou à certaines phases où j'ai vu certaines femmes qui justement avaient de meilleures perfs grâce ou à cause, je sais pas, des hormones. Je sais pas si c'est avéré, mais j'ai trouvé ça rigolo. OK, alors je t'avoue que je pourrais pas je sais pas. J'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai plutôt lu que à l'inverse, en fait, avant l'ovulation et pendant la première partie, du cycle, en fait, on avait une meilleure capacité à développer une certaine masse, musculaire et que pour les femmes, qui veulent vraiment s'entraîner, qui ont vraiment un but, sportif, par exemple aller courir un marathon ou développer une masse musculaire, de manière générale, bah, c'est plus conseillé en fait de faire ça et d'augmenter, son entraînement avant l'ovulation et pendant la première partie du cycle qu'en deuxième partie du cycle. La deuxième partie du cycle, c'est vraiment la phase où, c'est conseillé de ralentir et de se mettre plutôt, bah, au pilates, au yoga, à la marche, à la natation, mais au sport un petit peu plus «doux» entre guillemets. OK, c'est intéressant. Là, c'était pour les femmes enceintes, donc tu vois, il y a peut-être un truc, je te laisserai regarder, tu nous feras un update, Je suis mais hyper du coup curieuse du coup. Yes. mais du coup, c'est intéressant, bah, cette idée d'énergie, parce que là, tu me parles d'énergie, que c'est plus intéressant, enfin, plus intéressant. Si tu as envie de faire de la perf ou d'être productive, visiblement, en 1re phase du cycle, c'est plus facile. Enfin, oui, il vaut mieux se préserver en deuxième phase, en tout cas. C'est quoi justement ces énergies? Enfin, c'est vraiment ça, comme ça que tu les comment dire? Sectionnes? Enfin, c'est vraiment première phase, on est plus dans l'énergie et deuxième phase, c'est, prépare-toi, repose-toi, les menstruations arrivent en gros. Ouais, mais c'est exactement ça et pour mieux comprendre, j'aime bien diviser le cycle en 4 phases qu'on va correspondre aux 4 saisons. J'invente rien, hein, c'est quelque chose qu'on voit dans les livres et cetera. En première partie du cycle, ça c'est, on peut le correspondre au printemps et donc je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que, nous pendant l'année, pendant le printemps, bah, on a une énergie, qui est grandissante, on a de plus en plus confiance en soi, on a envie de se tourner vers les autres et aussi de faire de plus en plus, ouais, d'activités, tournées vers les autres, vers l'extérieur et cetera et on a une énergie de plus en plus créatrice. On a envie de faire plein de choses et l'hiver est derrière nous et on sent que voilà, le printemps, la nature commence à renaître. On peut vraiment observer pendant son cycle une énergie qui correspond un petit peu au printemps dans le sens où, bah, sous l'action des oestrogènes, on va avoir plus confiance en nous, on va avoir, plus d'énergie, créatrice. C'est vraiment le moment idéal aussi, bah, de commencer des nouveaux projets, bah, par exemple, de faire une interview pendant, pendant, la phase folliculaire. Voilà, donc c'est vraiment la phase où, on va avoir confiance en soi plus, plus. Ensuite, bah, l'ovulation correspond à l'été. Donc là, on va être à notre pic d'énergie et on va vraiment avoir, ouais, un maximum de confiance en soi et c'est aussi pendant le printemps et l'été
On parlait du sport, c'est exactement ces périodes-là où on peut se challenger aussi au niveau du sport, essayer des choses, essayer des choses un petit peu plus compétitives. Et ensuite vient l'automne. Et l'automne, exactement en fait pendant les saisons de l'année, l'automne, on sent que l'hiver arrive et en fait c'est une période quand même, une saison qui est beaucoup plus tournée vers un repli vers soi, qui nous invite à se reconnecter à nous-mêmes et à ralentir. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que quand on apprend à s'observer, on va beaucoup plus observer ces différences d'énergie. C'est une phase aussi qui, sous l'action de la progestérone, on est plus apaisé. On a aussi beaucoup plus de clarté. Alors ça, c'est assez impressionnant quand on apprend à s'observer, mais concrètement, moi, personnellement, c'est une phase où j'ai vraiment envie de faire le ménage, par exemple, parce qu'il y a vraiment une clarté d'esprit dans le sens où tu vois vraiment toutes les choses qui sont pas rangées à leur place, qui dérangent un peu par rapport au sport, faire des sports plus doux, etc. Et ensuite, vient l'hiver, donc qui est lié aux menstruations et où clairement, c'est pas le moment de faire 10 000 choses. C'est vraiment un moment où c'est important en fait de ralentir quand on le peut, comme en hiver en fait, où on est un petit peu plus tout doux au fond du canapé à regarder Netflix. C'est exactement ça et je pense que c'est important de pas culpabiliser par rapport à ça et de se dire écoute, c'est l'hiver, c'est normal, je ressens une énergie qui est très repli sur soi et c'est important en fait vraiment de s'écouter, de ralentir. Et encore une fois, tout ça, c'est des énergies qu'on va apprendre à observer et on peut en faire un atout. Comme j'ai dit, en première partie du cycle, on va essayer d'aller vers dehors, on va essayer d'utiliser cette confiance en soi. Et en fait, en deuxième partie du cycle, on va essayer d'utiliser cette énergie plutôt carrée, un petit peu clarté d'esprit, repli sur soi. Et on est vraiment dans une énergie yin-yang. Et je sais, encore une fois, tout ça, c'est très... c'est théorique et c'est pour faire passer l'information, mais je sais que voilà, quand on a des enfants ou que on a je sais pas, un travail qui demande énormément d'énergie, je sais que sur papier, c'est facile à dire et que c'est beaucoup plus difficile à appliquer dans la vie quotidienne. Donc voilà, encore une fois, je sais que c'est pas si facile à faire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, quand on a cette information, on voit vraiment notre cycle autrement, on le vit autrement, et ça aussi, c'est vraiment un outil d'empowerment. Ouais, tout à fait. De toute façon, je pense que oui, dès que tu commences à prêter attention à toi, à t'observer, dans sur tous les niveaux, ça, ce que tu parles, les saisons aussi, c'est ce qu'on voit aussi quand on parle de tout changement, de toute façon, qu'on va initier dans notre vie. C'est pareil, tu as le printemps, tu as des nouveaux projets qui arrivent, l'été où tu es à fond, tu te dis: «Je me lance à fond», l'automne où là, tu commences à te remettre en question et puis l'hiver où, exactement pareil, c'est repli sur soi. Là, je me repose, je prends le temps qu'il faut pour retourner au printemps, revivre le printemps après, mais de toute façon, la vie est cyclique, donc c'est pas étonnant aussi qu'on retrouve ça dans tout ce qui est, cycle féminin. Encore une fois, moi, j'ai vraiment appris à comprendre cette cyclicité. Au début, vraiment, je voulais comprendre mon cycle, c'était purement pour apaiser mes symptômes SOPK. Et en fait, j'ai vraiment compris à quel point le cycle était quelque chose de beau et de complexe, mais de beau à la fois, et que je trouve ça dommage qu'on nous apprenne pas, en fait. On a toute une fluctuation hormonale qui a un impact sur la fluctuation d'énergie et mentale, au final. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Magique, ça fait un peu bisounours, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est quand on apprend ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et après, c'est quelque chose qu'on va plutôt observer quand on n'est pas sous contraception hormonale. Donc, je pense que les femmes qui nous écoutent et qui sont sous pilule, elles vont pas forcément se reconnaître dans ces phases-là. Bon, peut-être elles vont se reconnaître sous l'hiver, par exemple. Quand on n'est pas sous contraception hormonale, en fait, on apprend on réapprend à se connaître. Voilà, je vais dire comme ça. Et c'est vraiment très beau. Ouais, 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 mais je suis d'accord. Enfin, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été sous pilule aussi. Enfin, voilà, parce que, il faut bien avoir une contraception et que c'était, le moyen de contraception, on va dire, de base, hein, un peu donné pour tout et n'importe quoi et cetera, et c'est vrai que, pour le coup, j'étais complètement déconnectée, de mes cycles, hein. Alors là, pour le coup, ça n'existait pas, hein, vraiment, ça n'existait plus. Donc, moi, j'étais bien, hein, j'avais plus de douleurs, tout allait bien sous le soleil. J'avais pas l'impression d'avoir des fluctuations, émotionnelles, énormes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que,
là, pour des raisons personnelles, je me suis dit: «C'est bon, j'en ai marre, j'arrête». Et là, tu refais connaissance justement comme tu dis, avec ton corps, avec comment tu fonctionnes, avec ce que tu ressens, avec les énergies différentes. Et là, tu fais: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?» Je c'est Bah, c'est OK. une deuxième facette de nous, en fait, qu'on apprend à connaître. Ouais, qu'on apprend à connaître, parce que si on a pris, une contraception hormonale, dès la première année de nos règles, en fait, on n'a jamais appris à connaître réellement l'impact de nos hormones sur notre humeur, sur, tout ça. Et c'est dommage parce que, ouais, aussi, on propose la pilule hyper facilement, alors que, bah, il y a énormément de solutions naturelles aussi. Et ouais, j'ai des femmes que j'accompagne qui ont la quarantaine, qui justement ont arrêté la pilule, et elles se disent: «Mais waouh! Pourquoi j'ai pas, je me sens si bien dans mon corps, pourquoi en fait, j'étais pas au courant que ça allait impacter autant mon cycle pendant des années, et pourquoi en fait, c'est que maintenant que j'apprends à me connaître réellement sous mes vraies hormones?» Alors, ouais, je trouve ça très, très beau en fait. Et par rapport à la pilule, il faut bien savoir aussi que, on a la pilule, en fait, va augmenter, l'élimination de certains nutriments. Donc, par exemple, le magnésium, les vitamines B, et cetera. Et donc, bah, ça aussi, on ne le dit pas forcément, mais c'est important de soutenir son corps quand on prend la pilule contraceptive, de pas forcément penser au après la pilule, mais de aussi penser au pendant la pilule, de venir soutenir son corps pendant, la prise de la pilule, et de se dire: «Bah, OK, cette pilule, elle va aussi avoir un impact sur mon taux de magnésium, les vitamines B, le zinc, et cetera», et que c'est important, en fait, de venir soutenir son corps même pendant, la prise de la pilule. Alors je suis pas anti-pilule, mais c'est vrai qu'il y a chaque femme qui arrête la prise de la pilule, en fait, elles se disent: «Mais waouh, c'est c'est assez impressionnant, en fait, à quel point je redécouvre mon corps, et je redécouvre, ouais, cette, fameuse cyclicité dont tout le monde parle». On pense être cyclique parce qu'on a ces saignements, mais encore une fois, un cycle, il est pas forcément basé sur les règles après règles, mais il y a vraiment cette ovulation qui, elle, va avoir tout un impact sur, notre humeur, nos symptômes, et cetera, grâce à la production œstrogène-progestérone. C'est vraiment là que tout se joue, et les règles, sous pilule, bah, ce sont pas de vraies règles vu qu'il y a pas eu d'ovulation, donc c'est vraiment des saignements de privation. Donc on peut penser qu'on est cyclique, mais c'est assez biaisé, en fait. OK, Mmh. ça marche. Ouais, c'est intéressant ça parce que c'est vrai que, bon, de toute façon, quand on prend la pilule, on a bien conscience qu'il y a quelque chose de pas normal, enfin que le rythme est pas normal. Enfin, c'est clairement, en plus moi j'étais sous pilule où j'avais pas mes règles, donc clairement je savais que c'était pas normal. Enfin, Mmh. c'est mais en même temps, comme ça me soulageait des règles douloureuses et qu'à l'époque on savait pas non plus trop qu'est-ce qu'on peut faire à part des médicaments ou la pilule. Toi, tu es bien contente aussi quand tu es ado de te dire ou même, jeune femme, genre: «Non, Ouais. c'est bon, je suis tranquille, j'ai pas mal et en plus, j'ai même pas besoin de galérer tous les mois». Mais finalement, voilà, quand tu te rends compte et que tu te dis: «Ouais, mais en vrai, c'est vraiment pas normal de pas avoir ces règles» ou voilà, de les avoir, je sais pas combien de jours, enfin en fonction des traitements hormonaux et cetera. Tu te dis: «Bon, on va peut-être essayer de revenir quand même à quelque chose de plus naturel». Mais après derrière, c'est ça, je pense aux femmes qui ont des règles très douloureuses, donc bon, tu nous l'as dit, c'est un déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Mais je peux comprendre aussi qu'elles aient un peu peur, d'arrêter, par exemple, une contraception. Alors, outre le fait que le but, c'est aussi d'éviter parfois de tomber enceinte si tu en as pas envie, mais je comprends qu'elles aient aussi un peu peur d'arrêter si c'est pour réavoir des douleurs. Du coup, toi, tu nous dis, il y a des choses possibles pour, limiter ces douleurs, pour arrêter d'avoir mal, en tout cas pour minimiser un maximum? Oui, alors déjà, ouais, c'est hyper important de faire passer le message que quand il y a des douleurs liées au cycle, que d'une part, alors certes, la pilule va peut-être venir, mettre sous silence, ces douleurs-là, mais clairement, quand on va arrêter la pilule, vu que la cause n'a pas été, gérée ou trouvée, et on n'a pas travaillé sur la cause, en fait, les douleurs, elles risquent de réapparaître. Donc oui, ça peut être une solution de courte durée, comme tu l'as dit, si, les règles, elles sont vraiment, c'est impossible à vivre. Mais ouais, c'est bien c'est hyper, important de comprendre qu'il y a des solutions naturelles.
Et du coup, les solutions naturelles, alors je dirais que, ça passe par l'alimentation déjà. Regarder plutôt ce qu'on peut venir ajouter dans l'alimentation plutôt que de ce qu'on peut, retirer. C'est vraiment la chose par laquelle on passe, en consultation quand j'accompagne les femmes, en déséquilibre hormonal. C'est on regarde l'alimentation, on se dit: «OK, qu'est-ce que tu peux venir ajouter?» Alors bien sûr, je parle pas des intolérances, maladie cœliaque et cetera, mais la plupart du temps, je vois qu'on a un petit peu perdu en fait cette alimentation, brute, variée. Donc rajouter par exemple, des graines germées, adopter, le seed cycling, adopter, 2 petits poissons gras par exemple, par semaine pour bien ajouter, les sources d'oméga 3. Il y a le foie aussi et les abats de manière générale que, on mange quand même de moins en moins. Je pense que nos grands-parents, ils en mangeaient beaucoup plus que nous, on le fait, aujourd'hui. Le miso, les aliments, fermentés et tout ce qui est, radis noirs, betteraves et cetera. Parce que, c'est vraiment des aliments et crucifères, c'est des aliments qui vont venir soutenir le foie et donc qui vont venir soutenir, la bonne élimination, des œstrogènes. Donc tout ça, c'est important de venir ouais, de venir se dire: «OK, qu'est-ce que je peux ajouter, en fait, dans mon alimentation?» Ensuite, par rapport au sport, donc comme j'ai dit, essayer de se détacher, en fait, de cette hyper productivité au niveau du sport et de se dire aussi que, c'est important de se mettre en mouvement, régulièrement pendant la journée et quand on a un travail assis pendant une journée, c'est pas forcément 1 heure de sport, dans la salle, de sport qui va, venir compenser, en fait, le fait qu'on a été assis toute la journée. Donc essayer de se mettre en mouvement, essayer de se détacher de cette hyper productivité et de se dire: «OK, première partie du cycle, on va essayer de faire un gros focus sur OK, tout ce qui est renforcement musculaire, peut-être, plus de cardio que d'habitude et cetera. Mais par contre, essayer de ralentir, les 2 semaines qui précèdent les règles, et de faire plus le focus en fait sur, le pilates, le yoga, la marche et cetera, pour vraiment, essayer d'éviter toute source de stress supplémentaire qu'on pourrait venir apporter, à nos hormones. Et puis, tout ce qui est gestion du stress, donc comme on l'a dit, ça passe un petit peu par le sport aussi, mais il y a plein de choses en fait qu'on peut venir mettre en place au niveau de la gestion du stress et ici aussi regarder en fait ce qu'on peut ajouter, dans sa routine. Il y a la cohérence cardiaque, la marche, j'aime bien parce que ça fait sport et gestion du stress en même temps, donc ça fait un petit peu un 2 en 1, mais il y a aussi l'écriture, plein de choses en fait, les plantes adaptogènes aussi qui peuvent, vraiment être un réel soutien. Donc c'est l'ashwagandha, la rhodiole, le ginseng et cetera. Tout ça, ça peut venir soutenir le corps et diminuer les douleurs, qui sont liées, au cycle. OK, ça marche, trop bien, super. Je sais qu'on parle parfois d'alimentation, anti-inflammatoire. Est-ce que ça rejoint tout ce que tu nous as dit ou est-ce que c'est encore autre chose, qui n'a rien à voir, en fait? Ouais, alors en fait, ça fait partie et c'est aussi quelque chose d'autre dans le sens où, pareil, j'aime bien le voir, comme quelque chose de regarder un petit peu son alimentation, de se dire: «OK, qu'est-ce que je pourrais rajouter à mon alimentation?» Et par rapport, à tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est en fait éviter, tous les aliments qui sont ultra transformés, qui vont faire monter la glycémie aussi. Ouais, les farines blanches, le fait, de manger purement des glucides, quand si on veut, essayer de mieux gérer la glycémie et c'est quelque chose que je conseille, à tout le monde, qu'on soit résistante à l'insuline, ou diabétique ou pas. Vraiment essayer de gérer la glycémie le plus possible, donc essayer d'habiller les glucides, avec suffisamment de protéines, de lipides, de fibres. L'alimentation anti-inflammatoire, donc c'est, comme j'ai dit, essayer d'éviter tout ce qui est ultra transformé, toutes les «mauvaises graisses» entre guillemets, donc c'est tout ce qui est, ouais, les saucissons, les gâteaux, industriels, tout ça, en fait, la margarine, vraiment, c'est pas quelque chose, à prioriser dans nos placards. Encore une fois, c'est question d'équilibre et il y a aussi toute l'alimentation, antioxydante, fruits rouges, le gingembre, le curcuma. Tout ça, c'est vraiment des choses, qu'on peut venir ajouter le plus possible dans nos assiettes. Alors pareil, par exemple, le gingembre, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans nos plats, mais aussi, sous forme de tisane et qui a une action vraiment hyper, anti-inflammatoire et qu'on peut boire, sans problème tous les jours du cycle et ça va vraiment venir apaiser, l'inflammation si elle est présente. OK, ça marche, trop bien. Bon, déjà pas mal de petites choses,
à mettre en place, à remettre en place, à faire, auquel faire attention, ouais. Il y a quelque chose, auquel je pense aussi, c'est les aromates. On pense pas assez souvent, je pense, à ajouter des aromates, dans notre assiette et ouais, c'est des plantes, c'est quelque chose qu'on peut vraiment facilement, ajouter à notre alimentation et qui peut venir vraiment faire, toute la différence, au niveau de la composition de l'assiette. Le persil, par exemple, qui est, riche en vitamine C et ouais, regarder son assiette et se dire: «OK, bah, qu'est-ce que je peux venir ajouter?» sans en faire, u un plat qui est, composé de 10 000 ingrédients. Plus c'est simple, mieux c'est. Mais c'est vrai que, quand on n'a pas trop le temps, en fait, il suffit d'ajouter, des aromates, un petit peu de graines germées, des graines aussi, selon les phases du cycle. Donc suivre, le seed cycling et voilà et ça peut venir vraiment faire toute la différence au niveau nutritif de l'assiette. OK, trop bien. Seed cycling, c'est, genre certaines graines en fonction du cycle? Ou c'est Exactement, OK. exactement. Donc c'est, les graines de lin et de courge en première partie du cycle et les graines de sésame et tournesol, en fait, en deuxième partie du cycle qui vont venir soutenir le cycle et là, par exemple, c'est important de les faire, donc moi, par exemple, j'ai 2 bocaux. J'ai, un bocal avec, les graines, à prioriser pendant la première partie du cycle, les graines à prioriser dans la deuxième partie du cycle et en fait, je moud les graines. On peut faire ça avec, un poivrier ou, un petit mixeur, tout bête. On fait une petite, on moud les graines, pour avoir une portion suffisante pendant quelques jours. On les met, au frigo et en fait, c'est quelque chose qu'on peut venir ajouter ensuite, sur nos plats, dans les salades et cetera. 1 à 2 cuillères à soupe, par jour et qui pareil, vont venir, soutenir la bonne élimination des oestrogènes, la production de progestérone et cetera et qui, vont être, riches en nutriments et c'est exactement ça qu'on veut, pour, soutenir le cycle. OK, trop bien, trop, trop bien. Donc on rajoute des graines, un peu de persil, enfin des aromates, des choses assez simples finalement qu'on peut avoir, déjà dans son placard ou en tout cas facilement accessibles pour, venir équilibrer un peu, Mais quoi. c'est ça, mais en fait, je pense qu'on voit toujours très compliqué et si on fait une petite liste, par exemple, de choses, bah, qu'on vient de citer et de se dire: «OK, bah, en fait, est-ce que je mange du foie de temps en temps?» Ah bah, je pense que la plupart des personnes qui vont nous écouter, elles vont se dire que, bah, c'est quand même très rare, qu'elles rajoutent, des graines germées, du gingembre suffisamment et cetera et mine de rien, bah, c'est principalement ça qui va venir, soutenir, le cycle. Alors je parle vraiment de l'alimentation, hein et encore une fois, si j'aimerais que ça soit si facile que ça, mais c'est quand même plus compliqué que ça quand on a des déséquilibres hormonaux et on peut commencer par ces choses-là et après, bah, si ça n'aide toujours pas, d'aller consulter parce que, il faut aller creuser, il faut aller se demander, bah, pourquoi et ça peut être, une hypothyroïdie qu'il y a derrière, ça peut être, un manque, des carences, nutritionnelles, qu'on peut aller, vérifier par bilan sanguin. Ça peut être, une résistance à l'insuline et cetera et vraiment, bah, ça va demander, une complémentation qui est assez spécifique et selon la personne, les besoins de la personne et cetera. Donc ouais, toujours, écouter son corps, écouter ses symptômes et vraiment, aller creuser et se faire accompagner parce que la santé, c'est précieux et l'équilibre hormonal, c'est vraiment assez complexe. Ouais, oui, c'est ça, c'est d'abord commencer à s'observer, essayer des choses, tester des choses. L'alimentation, c'est assez facile à mettre en place, l'activité physique aussi, enfin aller marcher, même si tu as un travail toute la journée, tu peux même faire des petits pas dans ton bureau, peu importe, mais essayer d'aller marcher, essayer de prendre l'air, ça c'est facilement, applicable. Mais derrière, si ça va toujours pas mieux, ben, oui, consulter parce qu'en soi, bah, il y a des choses que tu peux pas contrôler, que tu peux pas connaître, sans prise de sang ou ce genre de choses et qu'effectivement, bah, c'est bien d'avoir un suivi, adapté. C'est ce que tu as dit, qui est vachement important. Adapté à soi, c'est pour ça qu'il y a pas de solution miracle pour, «Tenez, on vous prenez ça, ça, ça et ça marche avec tout le monde, c'est bon, c'est sûr, ça va marcher». C'est non, c'est vraiment individuel, enfin comme tout finalement, c'est en fonction de où vous en êtes, votre cycle, votre rythme de vie aussi, je pense que ça joue énormément et puis, derrière on ajuste quoi. Carrément, carrément. Ouais, je pense que c'est vraiment important
on voit tellement de conseils, en fait, à droite à gauche, sur Instagram, sur les réseaux et c'est normal qu'on a envie d'essayer 10 000 choses, bah, de façon gratuite, mais malheureusement, il y a les causes de déséquilibres hormonaux, elles peuvent être, tellement variées. C'est important, en fait, d'aller cibler la prise en charge, hem et ouais, de venir, creuser, de pas attendre non plus parce que ça risque de s'empirer. Ça marche, trop bien. Bon, super, je pense qu'on va arriver à la fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin justement? Bon, tu nous as dit que la santé, c'était super important, donc c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que tu aimerais nous dire? Un petit mot de la fin, ouais, je dirais de vraiment essayer d'observer son cycle, le plus tôt possible. Parce que vraiment, je pense que quand on sait que, ouais, on a nos cycles pendant, je pense que c'est quelque chose comme 30 ans, dans notre vie. Je pense que c'est quand même dommage de passer à côté du fait que, bah, on peut vraiment apaiser nos symptômes fortement et que ouais, on peut vraiment améliorer en fait notre, notre vie de façon générale, quand, on va pas se cacher, quand on n'est, pas cloué au lit à cause de règles douloureuses ou que, on subit, bah, je pense, à la perte de cheveux, à l'acné, à tous les symptômes qui peuvent la fatigue chronique, quelque chose, enfin des symptômes qui peuvent être, vraiment hyper handicapants, qui touchent aussi sur, la confiance en soi et cetera. Je pense que c'est important de savoir qu'il y a des solutions et que, bah, le plus tôt possible, on prend ça en charge. Le plus tôt possible, en fait, on va commencer à aimer son cycle, on va apaiser ses symptômes d'un côté, mais on va aussi, apprendre à aimer son cycle, à le voir autrement et comme j'ai dit vraiment, mais c'est ma phrase clé que j'adore, c'est vraiment de on va apprendre à faire de son cycle une force et ça, c'est tellement libérateur, c'est hyper, ouais, c'est vraiment un quelque chose qui est hyper, empowerment, je sais pas trop si c'est le bon terme en français, mais libérateur. Je pense que c'est quelque chose que ouais, c'est le mot qui résume le plus, le fait de devenir actrice, de sa santé et oui, je pense que quand on apprend à faire de son cycle une force, bah, c'est un réel pouvoir. Trop bien, trop, trop bien et je crois que le mot empouvoirment est passé dans le dictionnaire français, hein, à vérifier, mais je crois que c'est passé Ah dans le yes! dico, donc c'est bon, tu peux l'utiliser. On se comprend On se alors. comprend. Mais OK, Ah, trop trop bien. bien. Donc faire son cycle, une force et bah, voilà, en faire un allié, en fait, plutôt que, d'être constamment à le vivre comme une contrainte et punaise, ça y est, mes règles approchent, je vais douiller, je vais pas pouvoir bouger pendant 3 jours, heu et cetera et cetera. C'est ça, ouais, en faire un allié, mais c'est ça, en fait. C'est un très beau mot, en fait, qui résume bien, en fait, la chose. C'est que, ouais, on n'est pas obligé, en fait, de subir nos cycles, on n'est pas obligé de subir nos symptômes et même si, encore une fois, nos symptômes, ils ont été hyper normalisés par rapport au cycle, c'est vraiment quelque chose, qui n'est pas normal. N'importe quel symptôme lié au cycle, c'est vraiment pas quelque chose qui est normal et qui est possible de prendre en charge et plus on prend en charge la chose tôt, bah, mieux c'est et mieux on va vivre en fait, les prochains cycles, même les prochaines années, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est ultra important. OK, trop bien. Bah, écoute, Eugénie, merci beaucoup, pour cet épisode, pour, toutes ces informations. Je pense qu'ils vont être bien, bien utiles. On peut te retrouver donc sur Instagram, je mettrai tous les liens en description. Sur Instagram, tu as aussi des programmes aussi ou en tout cas des programmes enfin des accompagnements par rapport à, bah, justement à apprendre à se connaître, à se reconnecter à son cycle ou, gérer un petit peu, bah, toutes ces douleurs, enfin toutes ces complexités du cycle finalement. Ouais, exactement, exactement. Donc, je propose du coup des coachings, individuels, et sur, des longs termes, donc, sur 3 et 5 mois simplement parce que, je me suis rendu compte qu'après, une consultation, bah, on n'avait pas forcément, les résultats souhaités. Mmh. Et pour moi, bah, c'est important que la personne reparte, avec bah, les symptômes qui sont apaisés, mais aussi comme j'ai dit, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'apprendre à, mmh, à la personne, bah, d'observer son cycle, d'observer, de devenir autonome vraiment, avec sa santé et du coup, ouais, des coachings sur, 3 mois et 5 mois, et très bientôt, je vais proposer aussi des ateliers à petit prix,
parce que voilà, je pense que c'est important d'aider le plus de femmes possible, n'importe quelle qui ont, enfin selon le budget quoi, et qui peuvent même être aidées s'il y a des petits budgets. Donc voilà, mais ça va venir après. Pour l'instant, c'est les coachings one-one sur 3 mois, sur 5 mois. Et en effet, on peut me retrouver sur Instagram, sur Eugénie Happy Hormone. Et j'ai un podcast aussi. Alors, il y a pas beaucoup d'épisodes, il y a encore c'est 3 ou 4, je pense. Mais pareil, Eugénie Happy Hormone, si on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur le cycle. Voilà, on peut me retrouver sur Spotify. Parfait. Bah, il y aura toutes les informations de toute façon en description. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne Trop journée. bien. Merci encore Eugénie, puis à bientôt. Bah, je voulais te remercier aussi de m'avoir invitée. Voilà, c'était trop chouette. Donc merci beaucoup. Et j'espère que l'épisode va plaire aux personnes qui nous écoutent. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Salut Clémentine. Salut.